Bien le cluster. Pourquoi tout le monde était contaminé? Bon, donc là c'est un peu la dernière ligne droite. Là, je crois qu'on arrive à peu près au bout. Je crois que vous nous avez déjà entendu un certain nombre de fois depuis hier matin. Donc on va clore rapidement pour pouvoir ensuite aller voir les spectacles qui nous sont proposés par la scène nationale de l'Essonne. Donc merci à Christophe, Hortense et Feriel d'être là. Donc comme l'a dit Christophe, c'est pas exactement le format qui était prévu dans le programme. Il y a eu pas mal de changements au fur et à mesure de l'élaboration de ce programme. Et donc, je ne vais peut-être pas représenter tous les membres, parce que je crois que vous savez qui est Hortense et Christophe, mais mon voisin de gauche, Christophe Bennett, qui est donc DAC de Cergy et président de la FNADAC. Il précisera exactement le rôle de la FNADAC et de formation de musicologie. Et donc a écrit, chercheur aussi, a écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Donc. Et puis à ma droite, Feriel Bakouri, qui est donc directrice de Point commun, donc la scène nationale qui est localisée à Cergy-Pontoise et qui était autrefois directrice adjointe de la scène nationale de Montreuil. Du Centre dramatique national de Montreuil. Centre dramatique national de Montreuil. Et voilà. Donc l'idée pour clôturer ces 2 jours intenses, donc, qui ont été très riches. C'est difficile de clôturer ou de conclure ou de faire une synthèse. Donc ce qu'on avait un peu imaginé, c'était aussi faire un pas de côté, pas revenir forcément uniquement sur la question de l'évaluation, même si évidemment c'est le cœur du sujet, mais c'est aussi peut-être de faire le lien avec tout ce qu'on a entendu cet après-midi. Et merci en tout cas pour ces présentations très riches qui ont évoqué beaucoup de nouvelles questions finalement. Et on avait pensé peut-être orienter, un peu structurer cette table ronde autour de la question de la citoyenneté et autour de l'art citoyen. Et je trouve que les exemples précédents permettent très facilement à la table ronde de poursuivre les réflexions que vous avez soulevées. Alors, je pensais donner d'abord la parole à Feriel, qui depuis longtemps a entendu parler des travaux que l'on a pu mener dans le cadre de la recherche-action. Donc, je vous rappelle qu'avec Anne, nous travaillons à l'Université de Cergy-Pontoise et on a l'occasion de travailler régulièrement avec Feriel sur différents projets. Et donc, elle sait très bien, elle est très au courant de cette recherche. Et si elle n'a pas été partie prenante, en tout cas, elle a aussi mené des réflexions sur l'évaluation de la scène nationale de Point commun. Et donc, peut-être, en quelques mots, rappeler comment nous, on a donc abordé cette question par rapport à l'empreinte, l'élaboration d'indicateurs qualitatifs de l'empreinte civique des théâtres. Et comment cette question de l'empreinte civique des théâtres peut résonner pour toi dans le cadre de l'évaluation que tu as menée? Moi, j'ai envie de dire, donc j'ai pas du tout suivi tous les débats, mais j'ai été invitée par vous tous à Cergy, je ne sais plus quand, il y a 1 an et demi, je ne sais plus, à l'université. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore mis en place les indicateurs qu'on nous demande en tant que directeur de scène nationale. Et cette discussion a été très importante pour moi. Parce que du coup, c'est vrai que cette grille d'indicateurs qui nous arrive du ministère et des partenaires publics, c'était la première fois que je la recevais en tant que directrice, je ne l'avais pas eu en CDN, et qu'elle me rendait dubitative et que j'en parlais beaucoup avec Hortense à l'époque, avec Catherine Blondeau, un peu avec Christophe, et que en tout cas j'ai résolu la question de cette façon-là, parce que moi ce qui me paraissait curieux, c'est qu'il puisse y avoir des indicateurs qui s'appliquent à tous les lieux de la même façon alors que nous avons des projets différents, et que si je donne un exemple très concret et simple, il y a toujours l'indicateur des recettes. Dans les indicateurs du ministère, il y a écrit que les scènes nationales doivent être à 20% des recettes. Ça me paraissait complètement absurde, puisqu'en fait, nous avons les recettes de notre projet,
Et je donne un exemple très bête. Quand on fait de l'espace public ou que votre projet est fondé sur les jeunes, vous ne ferez pas les mêmes recettes qu'un théâtre qui a un autre projet. Donc du coup, ça me rendait assez dubitatif et j'étais déjà partie sur cette histoire d'indicateur qualitatif. Et ce que moi j'en ai fait, c'est que je me suis construit une sorte de feuille de route interne avec mon équipe, parce que ce qu'avait dit Catherine Blondeau dans cette séance a été importante. Elle avait dit, si on ne se fait pas notre propre grille, en fait, on ne progresse pas. Et donc du coup, j'ai construit, alors il se trouve que le Covid m'a donné du temps pour le faire, mais ne m'a pas du tout décidé, c'est plutôt cette séance-là, la grille d'indicateurs que je trouvais juste pour mon projet, et je l'ai construit avec les cadres de direction, c'est-à-dire que ça a été des objectifs partagés, discutés, et alors que la première grille qui venait du ministère de la Culture m'avait paru un peu fermée et un peu inquiétante à certains endroits, des indicateurs quantitatifs, et je regarde Jean-Pierre qui est là. La proposition que j'en ai faite, il me semble, à mon CA n'a pas été remise en question. Donc ça veut dire que c'est ça que j'ai apprécié, parce que si on peut être dubitatif sur des grilles qui arrivent comme ça, des hautes sphères de ministère sans discussion. Il se trouve que même si les scènes nationales ont un label, on a des projets différents et que les objectifs doivent être partagés avec les équipes, et que j'en ai du coup fait un outil de management qui est plutôt un outil de confort pour moi aujourd'hui. Et un outil pédagogique, je vais le dire un peu franchement, pas tellement avec l'État, mais avec les collectivités locales, sur la nature même du projet. Et quand une collectivité locale me dit « tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça », il y a Christophe qui est à la table, et que c'est complètement hors clou, je peux répondre « non, moi j'ai fait un com, en fait, dans lequel il y a des indicateurs, et je vous ai expliqué, on a partagé ce que je vais faire. Donc j'ai fait de ces indicateurs un outil pédagogique de feuille de route avec l'équipe et de dialogue avec les collectivités locales qui, là on le voit, puisque depuis qu'on s'est vu, moi j'ai plus même président d'agglomération, et qu'on repart à zéro et qu'on réexplique qu'est-ce que c'est que la scène nationale, qu'est-ce que c'est que le projet, un outil pédagogique. Donc j'en suis plutôt heureuse. Voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, cette séance que nous avions eue ensemble a été inspirante et j'ai trouvé ma voie. Voilà, c'est tout. Sur l'art citoyen, je préfère entendre Christophe et Hortense parler, parce que c'est une notion qui est tellement connotée en fait dans l'histoire de la politique culturelle que je les laisse faire. J'arriverai à la fin. Il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, comme tu interpelles directement les collectivités, et comme tu as expliqué que effectivement l'évaluation que tu as menée au sein de Point Commun, c'est un outil de discussion avec les collectivités territoriale. Donc, je donnerai la parole à Christophe, mais peut-être aussi en posant des questions peut-être plus précises que juste réagir à tes propos. Quand on a discuté avec Christophe, mon voisin Bennett, juste à côté de moi. Donc, je lui avais dit que pour ouvrir un peu, on allait s'interroger pas seulement sur l'empreinte civique d'un théâtre sur son territoire, mais peut-être au-delà sur évaluer le rôle des théâtres, leur impact social, leur impact politique et pas seulement économique. Et en se posant la question plus largement du rôle de l'art, de la culture plus largement dans le cadre de nos sociétés et face aux grands enjeux de nos sociétés actuelles, et des transformations et des bouleversements auxquels font face nos sociétés. Alors, est-ce que, Christophe, tu peux nous dire, à la fois en tant que DAC de Cergy, mais aussi plus largement en tant que président de la FNADAC, comment pour les collectivités, la culture et les arts et la culture peuvent être un outil de transformation sociale pour répondre aux crises de nos sociétés? Wow. Ah bah oui, tout ça en 5 minutes. Alors donc voilà, j'ai 5 minutes. Donc pendant ces 5 minutes, je vais essayer. Non, mais déjà ma première prise de parole, c'est de vous dire que effectivement, je parle autant en tant que DAC qu'en tant que président d'une fédération. Cette fédération, elle mobilise une douzaine d'associations, soit territoriales, soit par strate de collectivité, par exemple les directeurs de la culture des régions, les directeurs de la culture des départements et les directeurs de la culture des grandes collectivités. Ce qui veut dire qu'on a à la fois une vision territoriale et par strate de gouvernance. Le sujet
qui nous anime, c'est bien comment on intègre la notion de citoyenneté dans une politique publique culturelle. Et là, je peux vous dire que nous, directeurs de la culture, on a un rôle, on a une responsabilité qui est celle à la fois d'éclairer le politique et de l'accompagner dans sa commande. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que nos élus on ambitionne vraiment de faire en sorte que leur politique publique, et pas que les politiques culturelles, soit en lien avec leur population. Je pense qu'on peut dire que pour la plupart d'entre eux, c'est une démarche qui est vraiment sincère, parce que c'est le constat que la société a changé et que on voit bien qu'elle est en mutation, elle est presque en crise. Hein. On est dans une période préélectorale. On sent bien qu'il y a un certain nombre de problématiques qui réémergent et qui interrogent la relation entre le politique et les administrés. Donc là où on a un rôle, c'est effectivement d'essayer de connecter un maximum nos politiques publiques et nos politiques culturelles de façon qu'elles soient pas dans l'entre-soi. Et donc je rejoindrai tout ce qui a été dit par rapport tout à l'heure sur un point d'équilibre à trouver entre le respect des valeurs que nous portons, nous, collectivités et établissements publics, et puis ce projet d'embarquer avec nous des publics nouveaux, avec, on l'a vu tout à l'heure, soit l'intention d'aller vers eux, ou soit de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'ils viennent vers nous. Avec, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, des trois barrières, la barrière tarifaire, la barrière géographique, la barrière symbolique. Évidemment, c'est cette barrière symbolique qui est la plus difficile à faire tomber. Alors, aujourd'hui, finalement, où est-ce qu'on en est? La question qui est à l'œuvre, de notre point de vue, c'est celle des droits culturels. Les 8 droits culturels, dès qu'on a commencé à mettre le doigt dans cet engrenage, à se poser la question de comment on s'empare de la question des droits culturels et on l'intègre vraiment dans nos politiques publiques au quotidien, eh bien, on a beaucoup théorisé, on a beaucoup pris de la hauteur, on a beaucoup réfléchi. Maintenant, on est vraiment dans une démarche de mise en œuvre et on essaye vraiment de s'appuyer sur les expérimentations des uns et des autres. Et j'adore la question de recherche-action, parce que c'est une posture extrêmement humble, où on a un projet et finalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas tant l'objectif à atteindre, mais la trajectoire. On avance en marchant. Donc, pour finir sur comment on s'y prend, nous, les DAC, écoutez, on essaye d'essaimer, de partager les expériences réussies, en considérant que, évidemment, elles ne sont pas duplicables de manière parfaite et que chaque modèle doit prendre en compte son territoire et la réalité de la sociologie du territoire, de la commande politique, mais c'est idiot de réinventer le fil à couper le beurre, c'est-à-dire qu'en se parlant, en partageant les expériences, on arrive dans cette deuxième phase de mise en œuvre, mise en pratique, très 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 concrète, des 8 droits culturels, et on essaye de les décliner sur nos territoires. Et là, en 2022, on va faire nos assises nationales sur les rencontres nationales de la FNADAC. Eh bien, ça ne vous étonnera pas, la thématique que nous posons, c'est les transformations de la société qui nous obligent. Et j'ai envie de dire que le slogan de ces assises, ça pourrait être comment on passe d'une transformation de la culture à une culture de la transformation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de changements qui sont à l'œuvre, des changements environnementaux, des changements sociétaux. Non seulement il va falloir appliquer cette réalité dans la façon qu'on a de véhiculer nos politiques publiques, mais qu'on en soit également l'expression de ces changements. Et donc voilà, un grand raout qui aura lieu en 2022, duquel évidemment on va essayer d'avoir une hauteur de vue comme celle qu'on tente d'avoir aujourd'hui, mais également des boîtes à outils et des solutions pour que chaque directeur de la culture, quand il reviendra chez lui, il puisse essayer de se nourrir des expériences des autres et donner plus de citoyenneté à sa démarche. Je vous parlerai tout à l'heure d'un beau projet qui s'appelle les nouveaux commanditaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais je crois qu'il vaut le coup que j'en parle tout à l'heure.
Merci. Donc, je te réinterrogerai là-dessus, comme je réinterrogerai Feriel après aussi. Peut-être, Hortense, est-ce que, justement, pour revenir sur cette question de la citoyenneté, donc, alors, excuse-moi, mais je rouvre un tout petit peu ça, parce que j'ai pris des notes, mais je suis désolée, j'ai pris là-dessus et pas sur un papier. Non, bon, c'est pas grave, je m'en souviens. Donc, on avait évoqué l'idée de parler, de revenir sur la question de la citoyenneté. Et je pense que, sans revenir sur mes notes pour expliquer tout ce qu'on a entendu pendant 2 jours, parce que je crois que la question de la citoyenneté dans les scènes nationales, et en tout cas dans les 2 scènes nationales qu'on en a pu analyser pendant ces 2 journées, illustre très bien, que ça soit au niveau du lieu lui-même. On a parlé hier dans une des sessions de rien que le hall, hein, le hall comme un espace de partage citoyen, mais au-delà sur les choix artistiques, sur le projet lui-même, et comment est-ce que pour toi, ça peut être un outil justement en termes de perspective, de discussion par rapport aux tutelles et aux partenaires, d'utiliser ce terme d'art citoyen ou d'un projet citoyen? Est-ce que ça peut être un outil aussi on a beaucoup parlé de l'empreinte civique comme outil. Est-ce que la citoyenneté est aussi un outil? Là, c'est assez passionnant parce qu'on ouvre une sorte de un nouveau cycle de 4 ans en fait, de travail sur cette question-là. Je vais pas dire de grandes vérités, je vais vous faire part d'un certain nombre de réflexions. Moi, j'ai toujours beaucoup de crainte quand l'art devient porteur de messages. En fait, pour moi, la question de l'expérience esthétique et ce que ça me fait, c'est que généralement je sors avec plus de questions d'un spectacle qui m'a touchée que de réponses. Et je pense que c'est ça qui est hyper important, parce que pour moi la représentation, c'est un moment de l'expérience du spectacle. C'est un moment évidemment central, mais c'est un moment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe avant, il y a quelque chose qui se passe ou qui se passe pas, hein. Des fois ça se passe pas, mais quand même ça se passe souvent dans la représentation, et ça déclenche des choses dont je sais que je ne peux pas me passer. C'est-à-dire quand je vois pas de théâtre pendant longtemps, ça nous est arrivé à tous, hein, là, bah, ça me manque vraiment, parce que la question du spectacle, que ce soit du théâtre et de la danse d'ailleurs, c'est un déclencheur qui m'aide à penser. Alors évidemment, ça m'aide à penser parce que ça m'aide à analyser qu'est-ce qui se passe en moi quand je vois ce qui se passe, quelles sont les émotions qui surgissent, d'où elles viennent, où est-ce qu'elles proviennent, et pourquoi est-ce que les artistes me parlent de tel ou tel point, etc. Donc du coup, la question du citoyen, c'est pour moi plus une question de dire il y a un art citoyen, c'est un art qui reconnaît l'intelligence de chaque individu qui sont dans la salle, et que finalement, l'art s'adresse par essence à tout le monde, parce que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était rétif à l'art et à la beauté et à la poésie. Et ensuite, du coup, il ne s'agit pas d'expliquer ou d'enrôler ou d'avoir un rôle, de considérer un rôle de l'art comme un rôle d'éducateur, mais plutôt de déclencheur, et qu'autour de ce déclenchement de l'œuvre et des artistes, de la rencontre avec l'œuvre et de la rencontre avec les artistes, il y a tout un travail de médiation, d'animation, d'écoute, de respect des points de vue qui ont été déclenchés par l'œuvre, d'accepter la contradiction que l'œuvre peut déclencher. Et du coup, ce processus-là, ça peut être un processus de citoyenneté, dans le sens où un homme, une voix, un point de vue sur un théâtre équivaut à un autre, et chacun a ses outils qui sont propres. Évidemment, quand on a vu beaucoup de spectacles, on a une manière de parler du théâtre qui est particulière, et on a des références et on peut l'inscrire dans une histoire de l'art. Et quand on voit pour la première fois un spectacle, on a aussi une perception qui pour moi a un intérêt égal entre les deux points de vue, et sans aucune démagogie.
Voilà, je ne sais pas si c'est des pistes. Voilà. Et l'autre petite chose qu'on peut se dire aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, à part Bruno Micol hier, c'est que toutes ces questions-là transforment aussi les artistes. Et je pense que les territoires sur lesquels nous sommes, qui sont des territoires où il y a une transformation peut-être encore plus grande de nos sociétés perceptible que dans d'autres territoires, ne serait-ce que par un métissage culturel, ne serait-ce que par la présence de la jeunesse, ne serait-ce que par des problématiques sociétales qui sont très fortes sur ces territoires-là et très visibles. Je pense que nos territoires et les résidences que les artistes peuvent faire dans nos territoires peuvent modifier aussi leur regard et leur perception de la représentation du monde et de ces territoires. Et donc, il y a une opération de transformation, y compris des artistes qu'on accueille en résidence. Donc, je ne sais pas si ça peut être une piste de la question de la citoyenneté, mais je crois que de nombreux artistes témoignent de ça. Et de plus en plus, c'est une hypothèse esthétique. Le théâtre, en fait, est passé par plusieurs phases. Il y a eu une grande phase de théâtre documentaire, où, en fait, c'était des témoins qui venaient sur le plateau. Et puis, de plus en plus, c'est un théâtre que moi j'appelle documenté, qui fait l'objet de résidences longues et de rapports, de recherches, de témoignages, de sources multiples et diverses, et qui ensuite est réécrit par de la fiction. Et donc peut-être que c'est un des signes de notre époque, cette question où la fiction et le réel ont des marges, on va dire, un peu plus floues. Et on discute parfois de ça, et notamment récemment, au dernier CA, Jean-Pierre Dufranc a parlé de cette question-là, de finalement qu'est-ce que le public attendait et qu'est-ce que cette question finalement de l'émotion un peu à chaud qui est beaucoup présente aujourd'hui dans les spectacles. Est-ce que c'est le signe que c'est ça parce qu'on sort quand même d'une crise un peu traumatique, qu'on a besoin d'entendre ces paroles-là? Est-ce qu'on doit se dire que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on doit renoncer à cette question d'un esprit critique et de la controverse, qui pour moi est une chose citoyenne belle? Et je pense que le théâtre peut être un endroit, le théâtre en tant que lieu, un endroit justement de controverse assumée et non violente. Et que notre société a besoin de ces endroits-là, en fait. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Christophe Blandès-Tournay, aussi un petit peu sur cette question. Donc là, ce que tu évoques sur cette relation par rapport à la citoyenneté, c'est pas seulement quand on parle de citoyens au sens les habitants, les destinataires, mais c'est aussi les équipes elles-mêmes et aussi les artistes. Enfin, c'est-à-dire, c'est de ne pas mettre d'un côté les artistes et qui vont travailler pour des citoyens, mais que en fait c'est l'ensemble qui est traversé par cette question de la citoyenneté, des émotions, des discussions, des enjeux. Et donc Christophe, j'ai trouvé très intéressant les présentations qui ont été faites précédemment et qui ont évoqué, qui ont bien illustré la manière dont, d'autres aspects du travail qui est mené. Et j'ai beaucoup entendu la question de la rencontre, du partage, du faire ensemble, créer du commun. Et créer du commun, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de controverse ou qu'il n'y a pas de dissensus. Je crois qu'on a déjà évoqué ces questions. Le dissensus est intéressant. Et du coup, comment toi, justement, par rapport à cette question de citoyenneté, d'émancipation, donc comment créer du commun tout en laissant la place pour justement l'esprit critique et éventuellement la controverse? Peut-être pour y arriver, je vais reprendre 2-3 choses qui ont été évoquées. Déjà, pour commencer sur l'art citoyen, c'est un peu comme les droits culturels, et peut-être je reprendrai aussi sur les droits culturels. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ne pas confondre des idées qui nomment clairement une difficulté ou une question, voire un problème, mais qui ne sont pas pour autant des solutions dans leur dénomination. Donc je pourrais détailler ça. C'est-à-dire que l'art existe, enfin, je sais, je l'ai rencontré un peu tard dans ma vie, mais je l'ai rencontré, donc je peux vous dire qu'il existe. La citoyenneté, j'espère qu'elle existe. J'en traque régulièrement quelques traces dans le quotidien de la cité, dans l'engagement. Mais l'art citoyen,
Je sais pas trop. C'est un peu mais ça nous amènerait trop loin sur le rapport culture et social. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais reprendre appui pour arriver au commun sur les droits culturels. Et excusez-moi, je vais être un peu narcissique comme d'hab. En 2000, je crois que c'est en 2009, j'ai organisé un des premiers débats rencontres sur la question de l'appel de Fribourg, avec la venue de l'inénarrable Casimir Bizou à Orléans. Et puis, on sait quelque chose qu'on s'est retrouvé à la suite de ces travaux-là, Elisabeth. Mais et puis à l'époque, plusieurs personnes m'ont dit, mais tiens, c'est marrant, tu fais tout ça et tout, mais tu signes pas l'appel de Fribourg. Et j'étais foutu de savoir pourquoi. J'avais l'impression, non, pas pour l'instant, je sais pas quoi. J'ai toujours un truc comme ça. Et puis il y a 3 ans, peut-être 2-3 ans, un jour, je suis régulièrement invité, depuis une dizaine d'années, à venir parler de droits culturels à l'extérieur. Puis il y a 2-3 ans, vraiment, j'ai dit à l'équipe, mais attendez, il faut qu'on se voit, là, il faut qu'on se réunisse. Donc on a réuni toute l'équipe, et puis j'ai dit, alors je voulais vous dire un truc, on est souvent cité pour les droits culturels, et on n'utilise jamais ce mot entre nous. Donc c'est bien que vous le sachiez, parce que vous allez de l'extérieur de temps en temps à vous dire les droits culturels, les hybrides, tout ça, mais voilà, que vous ne tombiez pas du placard. Donc on avait réuni toute l'équipe et on avait échangé là-dessus. Pourquoi je mets en parallèle ces deux choses et on est arrivé à la question des communs? Moi, je pense que les droits culturels sont un point important de révélation d'une difficulté, voire d'un problème, mais qu'après, ce qu'il en est ressorti, et probablement ma réticence à signer, c'est que la question, c'est pas les droits culturels, c'est l'usage des droits culturels. Et qu'il y a cette espèce de double écueil qui, pour moi, pollue le débat. C'est en gros, pas en gros, enfin très clairement, les néo-réacs, les Zemmour des droits culturels, qui disent non, no way, quoi, aucun intérêt, droits culturels, tout ça on le fait, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, quand même, il y a peut-être des gens qui sont un peu invisibilisés dans les lieux, enfin, je sais pas. Et puis à l'inverse, les Khmers, qui ont tendance à être sérieusement verts ces temps-ci, des Khmers qui sont sur l'espèce de dogme, attends, là, tes droits culturels, là, tu l'es plus, et puis tu as intérêt. Ouais, peut-être que c'est un peu plus. Et que j'ai l'impression que c'est. Moi, ma doctrine, c'est M. Jourdain. C'est-à-dire que c'est pas tant de revendiquer le droit culturel que de le faire. Et donc, encore une fois, mes fameux chemins de fer, hein, FAIRE, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et qui me paraît importante, et que donc, dans ce positionnement et dans la posture que l'on adopte et la manière d'être, et peut-être que c'est ça qui m'a, je le dis là, merci à ceux qui sont venus témoigner avant, qui m'a touché même à un moment, parce que on discutait, je me serais jamais autorisé dans nos débats sur l'évaluation à dire tiens, est-ce qu'on mesurerait l'empreinte de nos démarches auprès des artistes? Franchement, j'aurais jamais osé en disant mais t'es bien prétentieux, mais puis tout d'un coup, Émilie et Zach ont évoqué ça dans leur témoignage. Je trouvais ça bien émouvant. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis ça pour répondre à ta question? C'est que pour moi, la crise qu'on vit, là, elle est en train de... Moi, je suis pas surpris, ou je suis plutôt fâché par à nouveau, c'est peut-être on va retrouver les Khmers et les néo-réacs. Ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, c'est entre ceux qui disent non, mais allez, ça va se terminer, on repart comme en 14, et puis ceux qui disent non, tout a changé, ben non, on est dans un truc entre les deux. Mais ce qui me paraît important, c'est que cette crise-là, qui a sa propre matérialité, qui est une matérialité sanitaire, de santé, comme celle de 2015, et on sait de quoi on parle ici, hein, on l'a vécu un peu, les attentats, ça avait une résonance particulière dans ce coin-là de la France, qui avait une matérialité de danger, comme la crise de 2008 a eu sa propre matérialité économique. Pour moi, elles n'ont rien déclenché, ces crises-là. Elles ont leur propre autonomie, mais par contre, ce sont des formidables révélateurs. Et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles viennent toutes les fois nous révéler qu'il y a une fragmentation du monde, qu'il y a une incapacité à faire creuser commun, et que donc, face à cette fragmentation et cette incapacité à faire creuser commun, on est dans des échanges
qui sont censés faire société, le fameux vivre ensemble, on est à cet endroit-là, soit dans l'incapacité d'échanger, donc on prend le plus petit dénominateur commun, et en gros on se dit rien, on partage rien, soit toujours dans l'incapacité d'échanger, et quand on se dit une chose, qui est lors du désaccord, ça passe par de l'ultra-violence et du chaotique. Et moi, je crois que ça revient, donc du coup, je reviens à la question des droits culturels, de l'art citoyen, etc. Je pense qu'une responsabilité majeure des établissements culturels et des propositions artistiques, une responsabilité majeure, parce qu'on n'est pas n'importe quoi. On est, et Dieu sait, et vous savez ma passion pour le sport, mais vous savez, mais on n'est pas n'importe où. On a une responsabilité majeure à participer à ce minimum de creuset commun, à ce minimum de choses qui fait société, parce que sinon, on ne pourra jamais être dans un dissensus apaisé, respectueux, et ce que j'attends, c'est pas quand je parle de ce creuset commun, c'est pas l'uniformisation et la pensée unique, c'est justement la capacité de pouvoir exposer des désaccords, du dissensus. Et que nous, me semble-t-il, en tant qu'établissement culturel, on a cette responsabilité à reconstituer ce qui fait creuset commun pour des rencontres esthétiques qui peuvent parfois provoquer l'unité, mais qui peuvent aussi provoquer du désaccord. Mais au moins, on le fait ensemble, on le voit ensemble, on arrive à se le dire, à se l'adresser un peu tranquillement, d'où les illustrations des partenariats qu'on a pu évoquer. Voilà, donc c'est plus à cet endroit-là que de l'art citoyen dont je crains que comme le droit culturel, que comme les vertus économiques qu'on évoquait hier, les vertus économiques de la culture pour justifier l'intervention publique ne soient des leurs. Merci beaucoup, Christophe. Oui, moi, tu sais que je partage un peu tes opinions sur la question des droits culturels. Pour en avoir parlé avec toi il y a quoi ? Il y a 12 ans, je sais pas, il y a 10 ans, enfin bon, bref, quand tu étais à Orléans. Donc, du coup, sur cette question-là, l'idée, c'est vrai qu'on a parlé d'art citoyen ou de la citoyenneté pour essayer justement de faire un pas de côté, mais on ne fait pas forcément un pas de côté en inventant comme si on a toujours besoin de nouvelles notions ou de nouveaux concepts. C'est peut-être ça le problème aussi des politiques culturelles. Voilà, après la démocratisation de la culture, la démocratie culturelle, et puis tout ça, ça ne marche pas. Là, on parle des droits culturels, ça ne marche peut-être pas non plus. Donc, est-ce qu'il faut parler d'art citoyen ? Enfin, l'idée n'est pas forcément d'inventer des mots, mais effectivement, comme tu dis, d'être en capacité de pointer les problèmes, de pointer les difficultés pour ensuite expérimenter des solutions. Et sur cette question de commun, c'est évidemment une notion importante, mais qui est aussi elle-même très médiatisée, galvaudée, et qui commence aussi à perdre de son sens, parce qu'on en parle beaucoup, mais qui reste, à mon avis, aussi une notion, un outil assez intéressant pour réfléchir à notre société. Mais je vais revenir du coup à Feriel sur sur le travail que tu as fait. Donc là, cette table ronde était aussi pour envisager un peu les perspectives et le après. Donc tout ce travail que tu as mené, c'est pour remettre le théâtre dans un nouveau projet. Et justement, quelles seraient, toi, les orientations, les valeurs, les points forts que tu poses comme projet pour les transformations de la société en 5 minutes. Je vais quand même rebondir en même temps que répondant à ta question, à dire que je pense que cette notion d'art citoyen, on a un peu la même réaction tous les trois, là, les directeurs, c'est normal, et ça va quand même répondre à autre chose. Je pense que je ne sais pas comment expliquer, ça va répondre à ce que j'ai envie de faire à Cergy. Je crois que le grand changement, c'est que nous ne sommes plus des directeurs, et je le dis avec beaucoup de tendresse pour ceux qui nous ont formés, qui sont simplement dans des préoccupations artistiques. On a des préoccupations artistiques, et je suis très d'accord avec ce qu'a dit Hortense sur ce qu'est l'art, mais je crois qu'en tous les cas, on a cette grande préoccupation, et c'est le travail que vous avez fait sur l'empreinte, c'est exactement ça, de se dire, là où je suis,
comment je vais réussir à dialoguer avec mon territoire, avec les gens qui sont là sur le territoire, avec le cœur de mon métier, c'est-à-dire l'art. Et que sur ça, je pense qu'on réfléchit, on pense, vous avez fait tout ce colloque pour parler de ça, énormément. Et je pense qu'on pense plus qu'une autre génération, je crois là-dessus. Et c'est con pour nous parce que c'est en même temps, et alors c'est peut-être lié d'ailleurs, le moment où on commence à dire, depuis un certain temps, mais de façon un peu plus brûlante, ah, la culture et l'art, ça sert pas à grand-chose, ils sont entre eux. Christophe a parlé d'entre-soi tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on dit de nous. Et c'est le moment où on est le moins entre nous, moi je trouve, en fait. Et donc du coup, ce colloque parle de ça. Et donc du coup, je ne connais pas de directeur. Hein. Hortense est président de la SACD nationale. On est tous impliqués, on se voit très souvent. On s'est beaucoup vu dans la période du Covid. On ne fait que penser aux habitants du territoire. Je ne sais pas si on pense au public, mais on se dit comment on fait pour être en relation avec eux. Et ce que dit Christophe est très important. Donc moi, c'est ce que je veux pour Cergy, c'est-à-dire que j'ai pensé un projet à partir de ce qu'était le territoire. Donc beaucoup de jeunes, donc il y a un axe jeune très intéressant, enfin très important. Je m'adresse aux jeunes adultes. Il y a 30% en fait de jeunes de moins de 30 ans dans ce département. Un axe qui est vraiment tourné vers l'extérieur, la décentralisation, l'espace public, parce que je suis la seule scène nationale du Val d'Oise dans un département de 1500 km², et un axe, pour le faire court, très tourné sur le rapport et le lien au monde, parce que je pense que si nous ne ramenons pas des récits d'ailleurs, on va finir par crever, en fait, enfermé sur le repli sur soi qui m'inquiète beaucoup plus que l'entre-soi de la culture, dont je trouve qu'on est très, très moteur pour sortir. D'où ce que disait Christophe, que je trouve intéressant. Moi, les questions que je me pose, et ce que j'ai aimé quand j'étais à SRJ avec le président de l'Aglo qui m'a accueilli, il m'a dit, vous voyez, j'ai un problème en fait. Moi, j'arrive à bouger toutes les communautés et tous les groupes, mais j'arrive jamais à les rassembler. Et cette question, elle m'a beaucoup intéressée. Parce que ça revient à ce que dit un peu Christophe, c'est on a un rôle à jouer, et en effet, avec l'art, parce qu'il y a des formes extrêmement différentes d'art, on peut rassembler des gens qui ne se rassemblent nulle part ailleurs dans la société. Et donc, je crois que c'est tous les trois ce qu'on a envie de faire. On le fait avec des méthodes et des projets qui sont différents. Et qu'on a très conscience de notre responsabilité. Donc quand j'ai envie de dire, et ça a été entamé par Elisabeth hier, je pense que tout en ayant tout à fait le sens de ce que c'est que la nature de notre métier, on a une conscience et un désir immense que nos projets ne concernent pas peut-être tout le monde, mais le plus de gens possible. Et on entame des réflexions qui sont extrêmement approfondies là-dessus. Ce collègue en est le signe, et moi je le fais à ma façon, avec mes indicateurs. C'est ce que j'ai raconté au début, et c'est pour ça que j'en suis contente, puisque voilà. Donc art citoyen ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, pour finir, je me souviendrai toujours, c'est le moment, je crois, où j'ai postulé à Cergy, ou alors je me trompe, de la lettre de Nicolas Sarkozy à Christine Albanel, qui a été un moment important de mon histoire dans mon métier, qui dit « La décentralisation, les artistes partout en France, ça marche, mais le public et la démocratisation, ça ne marche pas, donc on va faire des têtes d'affiche, hein, ce dont on parle tout le temps, et on va faire tout ce qui marche à la télé, et puis on va continuer comme ça. » Pardon, je caricature, mais c'était un peu ça. C'est le moment où on a nommé des gens qui n'avaient pas forcément le même profil que nous trois autour de la table. Et c'est le moment où moi je me suis dit, à propos de transformation, bon, il va falloir approfondir et cette question de comment on fait pour être en lien avec l'ensemble des populations d'un territoire, ce qui est une chose difficile, qui prend un temps fou, qui demande des services de relations publiques, qui demande que le directeur s'implique. Donc voilà ce que m'inspire ce que vous avez tous dit. Je m'arrête là. Merci Feriel. Donc je redonne la parole à Christophe Bennett qui peut-être peut réagir à ces différentes interventions. Et puis je crois que tu voulais prolonger ce que tu as évoqué par rapport au nouveau commanditaire. Oui, un dispositif dont je peux un peu parler. Alors d'abord, pour vous dire que moi effectivement, ce que vous dites, j'ai envie d'abonder, mais sous l'angle des généralistes que nous sommes. Bien sûr, ça fait maintenant des années, voire des décennies que nous ne sommes plus des directeurs d'une culture institutionnelle savante et cultivée, même si nous nous reconnaissons dans les valeurs de ce que portent nos équipements quand ils sont en régie ou partenaires. Ça fait maintenant des années qu'on se revendique ensemblier, c'est-à-dire qu'on est à la croisée
de politique publique. Et à mon avis, la meilleure façon de faire un trait d'union avec cette citoyenneté, c'est d'expliquer que la culture et l'art, c'est effectivement un levier de cohésion sociale, pas seulement d'attractivité du territoire, mais aussi de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et bien souvent, on s'aperçoit que c'est une opportunité pour les collectivités territoriales de ne plus travailler en silo, mais de travailler de façon très horizontale. On travaille le générationnel, on travaille l'intergénérationnel, on travaille le social, on travaille avec la jeunesse, on travaille avec l'éducation, on travaille avec l'aménagement du territoire. Et vous aussi, vous le faites dans vos équipements, parce que vous sortez de vos équipements pour pouvoir y faire rentrer davantage renouveler et assurer une continuité de vos publics. Sur cette question des nouveaux commanditaires, c'est un dispositif que j'ai découvert il y a peu de temps, qui a quand même 30 ans. Vous savez qu'il y a une loi qui prévoit que quand un entrepreneur engage des travaux sur un territoire, normalement, il doit prévoir dans son budget 1% qu'il affecte à une œuvre artistique ou culturelle. Sauf que la loi ne prévoit pas de punir et d'obliger le promoteur à le faire. Donc voilà. Mais, alors donc, comment ça se passe bien souvent ? Le commanditaire, le maire, le président se voit récupérer une somme souvent assez considérable, et puis en fonction de ses appétences ou de son réseau de connaissances, il va développer tel ou tel projet en relation avec l'édifice en question. Et en fait, il y a des endroits en France où ceux qui s'emparent du projet en question, que ce soit du bâti, que ce soit une œuvre de spectacle vivant, éphémère ou pérenne, il arrive que ce soit des citoyens qui se mettent autour d'une table, de la réflexion, et deviennent ces nouveaux commanditaires, enfin plus si nouveaux que ça, ça fait 30 ans, et qui questionnent ce qu'ils ont envie de voir dans leur environnement, etc. Donc ça, je trouve que c'était porté jusqu'à maintenant par la Fondation de France, qui a été pionnière à lancer le dispositif, et puis au bout de 30 ans, elle considère qu'elle l'a éprouvé, elle l'a expérimenté avec tout un volet de recherche justement autour du dispositif. Et puis il est l'heure pour elle de dire, peut-être qu'une instance tiers pourrait venir s'en emparer. Et puis la Fondation de France, elle a fait son job. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que là, pour le coup, on a une rencontre entre cet art qu'on a, tu disais tout à l'heure, qu'on a parfois du mal à associer à l'adjectif citoyen. En tout cas, ça nous pose des réflexions, cette association improbable. Mais pourtant, on voit bien ce que ça veut dire. Dans un projet très pratico-pratique, vraiment éprouvé, qui existe. Et j'espère que ce dispositif, il va pouvoir trouver son envol, en tout cas continuer à exister, et qui va se multiplier sur le territoire, parce que pour le coup, il incarne une rencontre entre des artistes et des populations, et un récit de territoire. Je trouvais que c'était important d'en parler, de ces nouveaux commanditaires. Eh bien, merci beaucoup. Et justement, Hortense va pouvoir donner un exemple. Je peux rebondir, parce qu'on est en plein dans un projet nouveau commanditaire à la MC 93. En fait, l'idée des nouveaux commanditaires, c'est un dispositif qui a été pensé par un artiste, François Hers, et qui est considéré que finalement, il y avait plusieurs périodes historiques. Il y avait une période où c'était le roi, l'Église qui commandait à des artistes un sujet qui leur faisait une œuvre, et puis qu'ensuite la modernité avait permis aux artistes de s'auto-commander en fait des œuvres, puisque finalement c'était leur nécessité et leur désir qui étaient moteurs, et que peut-être à un moment donné on arrivait dans une nouvelle période. Donc il décrit ça un peu comme ça, même si j'y vais vite, mais où les citoyens pouvaient se réapproprier ce rôle de commanditaire. Donc ce qui est assez passionnant, c'est que, sollicité par lui et la Fondation de France, on s'est lancé à l'AMC dans une expérience de nouveaux commanditaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça pose je ne vais pas tout raconter parce qu'on n'aura pas le temps, mais ça pose plusieurs questions. C'est qui est le groupe ? Comment on forme le groupe des commanditaires ? D'où sort le groupe ?
quel temps il faut pour que le groupe se forme. Nous, on a mis à peu près 1 an et demi, on va dire, à former le groupe. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions régulières où il n'y avait pas toujours les mêmes gens. Et on était parti de l'idée que finalement, on avait fait une proposition à tous les gens qui avaient participé d'une manière ou d'une autre à un projet dans les dernières années de la MC 80, donc pas spectateur, un projet participatif, étaient invités. On avait 600 personnes, il y avait 60. Finalement, il y a un groupe de 25 personnes qui s'est stabilisé. Et ensuite, l'idée, c'est quel est le sujet de la commande. Et là encore, il a fallu 2 ans. Donc on est à 4 ans, hein, avec des rythmes de réunion 1 fois par mois. Et la question du groupe, c'est formidable hein, comme aventure. Mais c'est juste pour mesurer ce que ça signifie. La question du groupe, c'est comment agir ensemble. Et donc la question qu'il pose à un artiste, c'est comment agir. Est-ce que vous pouvez nous faire une œuvre, un spectacle, sur comment agir ensemble au théâtre, par le théâtre. Et ils ont ensuite fait une demande formelle, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait une pièce qui puisse être représentée sur un plateau de théâtre, mais qu'il puisse y avoir des espèces de petites pièces dont ils pourraient s'emparer sous forme de l'agite-prop pour pouvoir eux-mêmes ou très simplement aller diffuser ces pièces ailleurs. Bon, voilà, c'est hyper passionnant parce que ça bouscule totalement les codes. Ça prend un temps absolument énorme et il faut se le donner parce que en fait, et je pense que c'est un peu comme les droits culturels, c'est-à-dire que ça peut pas être un truc qu'on décide comme ça et c'est juste, mais c'est vraiment des aventures géniales, il faut absolument y aller, mais se dire que il faut se donner 5, 6, 7 ans et accepter d'être assez étonné et de pas manipuler au sens parce que en tant que médiateur, hein, puisque c'est notre position dans ce cas-là, on peut être à un moment donné avoir envie de faire accélérer le mouvement, mais c'est absolument génial de surtout pas l'accélérer et de voir où est-ce que ça va. Normalement, ça sera en février prochain à l'AMC qu'il y aura quelque chose. Je ne sais pas ce que ça sera. Merci. Peut-être on finira en redonnant, je redonnerai la parole aux 4 personnes de la table juste avant de clore, mais peut-être avant, si jamais dans la salle il y a une question, une réaction avant de redonner la parole, est-ce que quelqu'un veut réagir ou entre les personnes de la table? Voilà, laisser encore un petit espace de discussion. On a beaucoup discuté depuis hier matin, donc peut-être on s'est dit déjà beaucoup de choses. Est-ce que oui? Merci Louise. Oui, j'ai beaucoup de mal à saisir la dimension que vous donnez, enfin la définition que vous donnez, l'art citoyen. Je vois bien le citoyen, je vois bien l'art. Que ce soit, pour vous dire jusqu'où je vais dans mes doutes sur l'art citoyen, j'ai peur que ce soit même un peu trop démago comme concept et qui se permette de se cacher derrière certaines choses. Que l'art soit émancipateur et permette des échanges à des gens qui se posent des questions ou à poser des questions ou même en rencontrant de l'art se poser ces questions et donc arriver vers un processus d'échange qui pourrait amener à la place et au rôle d'un citoyen dans une société ou dans un groupe peut-être, mais l'art citoyen je vois pas bien. Et puis, j'avais une deuxième remarque sur des personnes rétives à l'art, dont vous nous disiez ne pas connaître de personnes rétives à l'art. Justement, avec cette dimension émancipatrice que propose la pratique artistique ou les échanges artistiques, il y a une réticence forte de certaines populations à l'accès à l'art, justement. Je rapproche ça à l'activité sportive chez les jeunes filles, par exemple. Parce que cette dimension émancipatrice développe un esprit critique et peut parfois poser un problème dans certaines familles.
Et ça, c'est un vrai souci quand on va dans les écoles intervenir auprès d'un public jeune et autres. Il y a cette réticence forte, cette critique-là, ou même ce refus total de l'accès à l'art parce que c'est pas bien, parce que ça pose des problèmes qui doivent pas être posés, ça pose des questions qui ne doivent pas être posées ou des problématiques qui ne peuvent pas être abordées. Donc je serais plutôt sur utiliser les pratiques artistiques et la découverte artistique pour contribuer à l'émancipation. Tant mieux si on devient un citoyen éclairé ensuite. Mais de là à parler et à aborder concrètement et à défendre concrètement un principe d'art citoyen, je vous avoue que je n'ai pas fait cette connexion, je ne l'ai pas bien saisi. Je suis d'accord complètement avec ce que vous dites. J'ai peut-être pas été claire. Je disais juste que des fois on dit il y a des gens qui en gros, c'est comme s'il fallait avoir un bagage culturel pour avoir accès à la beauté ou à l'art ou à la poésie, et que pour moi n'importe qui peut y avoir accès. Après, ce que vous décrivez, c'est souvent des questions religieuses qui sont quand même notre problème numéro 1, quelles que soient les religions, et qui, elles sont peut-être des ennemis de l'art en ce moment, ça c'est clair. Et là, vous avez raison. En tout cas, il y a quelque chose de tout à coup opposer un système de vérité que l'art pourrait ébranler. Oui, moi j'ai pas cherché en mettant ce terme dans le débat. Il n'y avait pas une définition a priori. C'était plutôt justement un questionnement par rapport à ça, plutôt qu'une définition qu'il faudrait adopter. Mais justement, peut-être juste une autre question à Christophe par rapport à ça, parce que quand on a parlé de ça, c'était aussi se dire quel est finalement le rôle de l'art dans la société, mais avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir, et on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans la session précédente, c'est-à-dire que faut-il toujours chercher une fonction à l'art, l'utilité de l'art, et tout à l'heure on a bien dit l'art c'est pas l'art ne doit pas être un pansement, par rapport à l'utilité sociale ou l'utilité même sociétale, arriver comme un pansement ou comme pour réparer, ça pose évidemment problème. Donc Christophe, quand on en avait parlé, tu avais dit oui, on peut se reposer la question du rôle de l'art. Alors si c'est pas l'art citoyen, c'est quoi le rôle du coup? Est-ce qu'il y a un rôle? Faut-il chercher un rôle? Si je réponds bien, je termine agrégé de philo. Non, je suis un foutu de répondre à cette question. La seule chose que je peux dire comme ça, c'est que qu'on fait une discussion que j'avais en aparté avec Mathias, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir conscience de deux choses. C'est que l'art a une dimension sociale qu'il ne s'agit pas, ou sociétale, pardon, qu'il ne s'agit pas de nier, et que l'art ne se réduit pas à sa dimension sociale. C'est-à-dire est-ce qu'on peut être un peu tranquille avec ces deux choses, c'est-à-dire que ça a une dimension sociale parce que ça participe dans cette nécessité culturelle de refaire creuset commun, et il y a quand même difficilement plus formidable que la rencontre artistique pour ça, et puis mais que ça ne se limite pas à ça, que fort heureusement ça a à voir avec je suis sûr que si on fait un tour de la salle et que je demande à chacun quel est le livre qui a changé sa vie, on va avoir 25 livres différents, et ben c'est bien, et ça a à voir avec l'intimité de chacun, et voilà, mais c'est cette espèce, moi je me trouve souvent en situation paradoxale dans certains cercles de devoir insister sur la dimension sociale de l'art, et puis dans d'autres se rappeler que l'art n'a pas une destination uniquement sociale. Voilà, c'est à cet endroit-là, et il me semble que, et puis pour vous c'est très concret ce que je raconte, ça se traduit dans une programmation, ça se traduit dans des rapports à un territoire, dans des choix artistiques, mais d'être assez tranquille sur ses appuis, sur ces deux choses.
Est-ce que, je sais pas, Feriol ou Christophe voulaient répondre, ou est-ce qu'il y a d'autres Oui, Daniel, si tu veux. Oui, j'avais une question pour Christophe Bennett, puisque vous avez évoqué qu'il y a une réflexion importante menée par les directions des affaires culturelles concernant la question des droits culturels, et qu'on commençait donc à avoir une vision concrète, une volonté de mettre en œuvre concrètement ces droits culturels, notamment en s'appuyant sur des expériences réussies. Alors au-delà de l'expérience que vous avez citée des nouveaux commanditaires, je voulais vous interroger sur effectivement la nature des orientations qui sont préconisées, concrètement. Est-ce qu'il y a aussi des divergences entre des collectivités territoriales qui sont signataires, par exemple, de l'agenda 21 de la culture, qui souhaitent inscrire la culture comme un 4e pilier du développement durable, et d'autres moins. Et parce que j'ai aussi l'impression qu'un dénominateur commun du côté des collectivités territoriales, c'est essayer de stimuler le vivre ensemble, et que les artistes peuvent effectivement, sont amenés, on souhaiterait que les artistes puissent donc renouer des liens, mais en utilisant leur mode d'expression, que ce ne soit pas simplement des animateurs, du moins ça c'est la revendication des artistes, pour qu'il y ait une reconnaissance de la valeur artistique de leur geste. Donc c'était une question sur les dimensions concrètes. Quand on parle au nom d'une fédération, c'est toujours extrêmement compliqué d'avoir un message tout fait, pour la bonne et simple raison que vous l'évoquez en creux, toutes les collectivités ne sont pas au même niveau d'ambition et de capacité à penser la culture comme un levier essentiel de cohésion de territoire. Donc oui, il y a effectivement des collectivités qui l'ont intégré, vraiment, qui sont dans un agenda 21 de la culture, etc. Et puis d'autres pour lesquelles, dans les représentations de la commande politique, il y a encore que la culture, c'est pas un secteur essentiel parce que c'est une programmation dans les salles, et je suis bien content d'avoir une scène nationale dans ma ville. J'exagère à peine. Donc il y a vraiment une dichotomie qu'il faut prendre en compte, et j'ai envie de dire que chaque DAC sur son territoire va essayer de trouver le juste équilibre entre ce que, en conscience, sa conscience lui dicte de ce qu'est sa responsabilité par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et puis en quoi il est capable de répondre à une commande politique. Maintenant, s'agissant de où est-ce qu'on en est des droits culturels et comment ça se traduit de manière pratico-pratique, en fait, je reprendrai ton propos. À un moment donné, on regarde cette question des droits culturels, on l'interroge par rapport démocratisation de la culture, démocratie culturelle, est-ce que c'est pas contradictoire, est-ce que ça ne l'est pas? À un moment donné, on s'aperçoit que on fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que dans les droits culturels, il y a par exemple de la participation, il y a de la coopération, qui est un volet exacerbé de la participation, et on s'aperçoit qu'avant même d'avoir parlé des droits culturels, ou sans forcément en avoir eu connaissance, quantité de nos collègues sont d'ores et déjà dans cette logique participative, de coopération, de faire travailler des acteurs de territoire. Donc moi, je n'ai pas une réponse toute faite par rapport à comment on s'y prend pour aborder ces droits culturels de manière un peu intuitive et pragmatique, j'ai envie de dire, toujours guidée entre un équilibre à trouver entre ce qu'en conscience nous sentons capables de faire du territoire à la place où nous nous trouvons en tant que directeur de la culture, et puis notre employeur nous assigne des responsabilités et on essaye de les objectiver, de les pondérer, de leur faire trouver du sens. Donc ça, c'est pas quelque chose de facile, d'autant plus que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a un élément de complexité qui se rajoute, qui s'appelle la raréfaction de l'argent public.
Et finalement, le rétrécissement des équipes réduit aussi nos marges de manœuvre. Et ça, c'est un vrai sujet. Et cette crise, je suis d'accord avec ce que tu disais, n'a pas révélé un nouveau monde, mais elle a catalysé certaines réalités, elle les a rendues visibles. Et à un moment donné est arrivée la question de la culture, secteur essentiel ou pas essentiel. Et donc, ça nous incite à nous questionner. Si c'est considéré comme pas essentiel, c'est qu'on a raté quelque chose ou on n'est pas suffisamment efficient dans la façon avec laquelle on porte nos politiques culturelles. Merci. Je pense que là, on va, pour tenir ce qu'on a dit, qu'on s'est dit pour le temps, on a dit qu'il fallait du temps long, mais à un moment donné, il faut que le temps s'arrête quand même. Donc, on va s'arrêter dans 8 minutes. Donc, voilà. Donc, je laisse la parole 2 minutes peut-être à chaque personne pour, si quelqu'un a envie un dernier message à faire passer, Feriel, et après les uns après les autres. C'est quoi la suite ? Comment on continue à réfléchir ensemble ? Parce que je pense par contre qu'ensemble, c'est vraiment important. D'accord, donc une perspective... Parce que comme l'a dit Christophe, et puis Jean-Pierre est là, il y a quand même un certain nombre de gens qui ne sont pas... Parce que la question du rôle de l'art, je comprends que Christophe n'ait pas répondu. C'est trop long, en fait. Mais je pense qu'on est obligé quand même de se poser la question de notre utilité, parce qu'on est financé par des financeurs publics, et qu'il faut que cette question de l'utilité... En fait, elle se joue dans les baisses de subventions qu'ont certains lieux, dans des choses qu'on a à faire avec la CSDC nationale, défendre le budget en fait, des équipements culturels. Donc je pense qu'en tout cas, l'utilité, il faut l'expliquer, il faut en fait, expliquer le travail qu'on fait en même temps qu'on le fait. Donc du coup, c'est quoi la suite ? Voilà, donc on va continuer de réfléchir ensemble. Hortense, un dernier message, un message politique peut-être Non, mais je pense que la suite, effectivement, il faut qu'on la poursuive. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur le réseau des scènes nationales pour être pas du tout détenteur de ce qu'on a fait, mais essayer de l'expérimenter à plusieurs. Et j'avais juste une citation que j'avais envie de vous dire par rapport à la conversation sur l'art citoyen. La culture, c'est ce qui nous survit, ce qui nous permet d'inscrire la fragilité de l'humain dans la durée, d'entrer dans une forme de permanence alors que tout n'est que précarité. C'est ce qui nous permet d'imaginer ce qui n'existe pas encore et donc de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à ce qui existe. Et c'est Achille Mbembe. Merci. Un beau message. Christophe Bennett, un mot de conclusion par rapport à la suite, les perspectives Non, je ne vais pas parler après cette belle citation. Non, je pense qu'on a ouvert des champs importants de la réflexion. Effectivement, on a une hauteur de vue, on fait des constats qui sont à peu près, sur lesquels on est à peu près tous à se retrouver, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes champs d'intervention. En tout cas, les généralistes de la culture ne sont pas tout à fait missionnés pour les mêmes choses qu'un établissement public. Oui, ce qui est important, c'est l'action. La recherche-action, et c'est une fois qu'on s'est dit, qu'on a fait ces constats, il faut qu'on continue à avancer en fonction de nos convictions et nos valeurs. Et Christophe, tu vas te clore la journée, et je suis sûre que tu vas nous clore avec des mots joyeux, des mots heureux pour confirmer ton optimisme. J'hésitais, je m'étais dit, est-ce que je reprends les premières paroles de Comme d'habitude, Claude François, mais je préfère la version de Sid Vicious de My Way. Donc, mais là, Hortense m'a grillé là-dessus, il va falloir que je relève le niveau. Non, pourquoi Comme d'habitude ? Parce que les choses sont simples, il faut juste mettre ces choses-là en chantier. Et quand je dis les mettre en chantier, c'est un chantier sans fin qui ne sera jamais parfait, heureusement. Et je trouve, pour prolonger un peu, je ne sais pas si c'est tout à fait ce qu'elle disait, mais pour prolonger un peu ce que disait Feriel, tous nos projets et tous les débats que nous avons aujourd'hui existent parce qu'il y a des politiques publiques. Moi, j'aime à rappeler ça. Donc, on développe ces projets dans le cadre de politiques publiques. Donc, je regarderai ça avec un peu de distance, mais je trouverais pertinent d'avoir des instances de négociation qui mêlent les acteurs, les opérateurs et les responsables des politiques publiques, ainsi que les artistes et les praticiens, pour mettre en chantier
Vraiment, véritablement un chantier permanent, parce que ce qui peut être posé un jour peut être remis en cause le lendemain. Et alors, je terminerai, moi, avec une citation de Didier Euribon, même s'il y a débat, parce qu'il paraît qu'il l'aurait piqué à Sartre, mais pour moi, je la préfère chez Euribon. C'est l'important dans la vie, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Donc, bon boulot à tous. Merci. Bravo à tous. Donc je laisse. Merci à tous et toutes d'être restés jusqu'à 5h30. On a tenu ces 2 journées bien riches. Est-ce que Christophe ou Loïs, vous nous racontez la suite là? Si vous voulez nous suivre, il y a une petite cérémonie d'ouverture de la rue des Lumières, qui est un projet, de passage des Lumières, pardon, grand L, référence aux philosophes, qu'on porte avec l'Université d'Évry. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous nous suivez. Et à partir de 18h30, il y a 1 heure de feu et de lumière dans la ville. Et pour info, on a fait ça dans 3 lieux différents, parce qu'on l'a reporté par 2 fois avec l'histoire de Covid, et on s'est dit on va imaginer un dispositif qui, même s'il y a le pire confinement qui soit, puisse exister. Donc on a fait le choix d'être dans 3 endroits différents de la ville où des gens puissent le voir à partir de leur balcon, etc. Donc plutôt d'avoir un gros événement, ce qu'on faisait d'habitude en centre-ville, on est sur 3 lieux différents de la ville où pendant 1h30, 2h, il va y avoir des jeux de lumière, de feu, de musique et d'embrasement. Voilà, donc on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous suivre, ce qui veut dire que moi je vais vite partir sur mon vélo, courir ces 3 lieux. À plus tard, et Loïs et non, les autres membres de l'équipe sont sur le terrain. Donc on est à votre disposition, et sinon à tout de suite sur les feux. Merci.